Très bien, merci. Merci de nous recevoir pour cette présentation. Donc, le but de cette présentation est de vous proposer de présenter le projet Inno Subsurface, qui est un projet qui vise à gérer les risques dans l'utilisation des espaces du sous-sol. Alors, il y a eu trois parties dans ce projet. On en reparlera un tout petit peu plus tard. L'EPIA, l'Université de Genève et Topomat, dans le cadre d'un projet cadré par InnoSuisse, l'agence InnoSuisse. Bernd Dommer, qui est à côté de moi, professeur à l'EPIA, était le chef de ce projet, a rempli cette fonction. Giovanna Di Marzo est la directrice de l'université du service informatique de l'Université de Genève, et moi-même, Stéphane Couder, directeur de l'entreprise Topomat. Alors, le plan, il est assez simple. On va vous présenter en deux mots vraiment Topomat et l'EPIA. Pour ceux qui ne connaissent pas, le contexte du projet Inno Subsurface, les besoins que nous avions détectés pour faire ce projet, les concepts, les données, la technologie, ça sera un peu technique. Et puis une rapide démonstration sur ArcGIS Pro d'Esri, qui est le logiciel que nous utilisons pour réaliser ces analyses. Et puis quelques mots sur les services clés. Voilà, donc Topomat, vraiment en deux mots, c'est une société de services en informatique spécialisée dans les systèmes d'information géographique. On fait beaucoup de développement, que ce soit web, desktop, mobile. On travaille beaucoup pour les cantons, les grandes administrations des villes. Et nous sommes impliqués dans des domaines transversaux tels que la mobilité, l'aménagement, l'environnement. Nous sommes un intégrateur SIG sur beaucoup dans l'environnement Esri. Nous sommes Gold partenaire d'Esri et nous avons acquis des spécialités dans un certain nombre de domaines qui demandent des formations spécifiques et qui prouvent à nos clients que nous sommes compétents dans les domaines tels que ArcGIS Online, qui est le cloud d'Esri, ou des mises à jour ou des solutions indoors à l'intérieur des bâtiments. Voilà. On peut passer à la suivante. Oui, je pense que c'est moi qui a l'honneur de présenter un petit peu EPIA. EPIA, c'est l'Haute École des paysages, d'ingénierie et d'architecture, où j'œuvre comme professeur depuis 2011 déjà. Le temps passe vite et je suis le responsable de l'Institut Impact et on traite des éléments qui sont très, très terre à terre, comme des bricoleurs. On passe par des maquettes donc de grande échelle pour modéliser les fleuves qui se trouvent autour de Genève. Et on développe bien sûr également les modèles numériques correspondants. On partage beaucoup nos compétences avec la DIT du canton de Genève, c'est-à-dire toute la modélisation qui se retrouve aussi dans les SITG et aussi discutée avec EPIA. Et dans ce cadre-là, on a par exemple regardé de quelle manière est-ce qu'on arrive à automatiser, à numériser les demandes d'autorisation de construire. Donc vraiment de la réalité jusqu'au virtuel, c'est ce qu'on peut faire ici chez nous à Genève. Alors, qu'est-ce que était le point de départ de notre projet? Ça a déjà été évoqué directement au début avec la découverte du sous-sol comme volume constructible, c'est-à-dire tout à coup on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un volume qui est de second ordre, mais qu'on peut vraiment utiliser et qu'il faudrait exploiter. Par contre, lorsqu'on a envie d'exploiter ce volume, on a un petit souci, c'est que beaucoup des objets, et surtout les conduites, manquent souvent des informations par rapport à leur positionnement. Et si on connaît la position pour les conduites, on la connaît en X et Y, mais on ne connaît peut-être pas leur profondeur ou leur diamètre, ou il nous manque d'autres informations. Alors, il y a également incertitude ou beaucoup d'inconnus pour modéliser le sous-sol, donc les problématiques qui ont déjà été évoquées par les autres orateurs. Notre objectif, c'est vraiment de vouloir connaître des volumes disponibles si on veut construire dans le secteur du sous-sol défini, c'est-à-dire de construire et visualiser l'invisible. Alors, il s'agit effectivement de proposer une géoanalyse 3D et des visualisations 3D de notre espace souterrain avec des données qui sont incomplètes. Et à partir de ces observations, on a proposé notre projet Inno Subsurface, qui est soutenu par InnoSuisse. Comme Stéphane vous a
indiqué, nous sommes 3 entités qui sont en train de collaborer là-dessus d'une manière principale. Côté industrie, c'est Topomat. Côté académique, c'est l'Université de Genève et EPIA. On travaille main dans la main pour partager nos compétences et pour faire avancer ce projet. On a un grand avantage qu'on se trouve dans le canton de Genève parce qu'on a plein de données à disposition depuis plusieurs entités comme déjà le canton, la société industrielle genevoise ou l'aéroport de Genève, et on peut les utiliser. Et en fait, on a pu intégrer ces entités comme partenaires dans notre projet qui nous soutiennent avec leurs compétences et avec leurs données. Très bien, donc là nous partons un petit peu sur les concepts. Donc le concept, il est relativement simple à comprendre. On a à droite des données qui viennent d'origines diverses, donc des données topographiques, des données d'immeubles, des réseaux, éventuellement de la géologie qu'on n'a pas exploité dans le cadre de ce projet-là, ou des projets planifiés. Et puis on intègre tout ça dans une base de données centralisée. On va vous expliquer ce que c'est que cette base de données juste après. Et on intègre cette base de données avec toute une série de règles intelligentes qui rendent cette base de données exploitable pour pouvoir faire des analyses sur des données qui à l'origine n'étaient pas forcément complètes et aussi qui ne respectaient pas forcément certaines règles. Et puis à ça, on ajoute à gauche des données complémentaires qui sont souvent plutôt des données qui représentent des objets non construits encore. Et on va comparer tout ça. On va confronter toutes ces données à l'intérieur de cette base de données et on a en haut des applications qui permettent de faire de la géoanalyse 3D et puis de la visualisation et aussi de la consolidation de données 3D. Voilà, ça c'est le concept de base. Alors on a toute une série de données qui ont été déjà étudiées lors de projets précédents, notamment sous le couvert et sous la direction de l'EPIA. Et ces données touchent le terrain, les racines d'arbres, les conduites, le sous-sol, des tunnels, des bâtiments projetés, de la géothermie, des alignements de tunnels, des sites pollués et des réservations dans le cadre de concepts énergétiques territoriaux. Donc toute cette analyse de données a été faite en dehors du projet, parce qu'elle a été faite bien en amont, grâce à des projets qui ont été soutenus par l'EPIA. À partir de cela, nous avons donc commencé à traiter ces informations et en fait on a partagé, si vous voulez, le projet en 3 parties, ce qui revient au concept de base. La partie conceptuelle, la partie physique au niveau de la base de données et puis après les applications d'analyse et de traitement de ces données. La partie conceptuelle, on est parti sur une ontologie basée sur le langage RDF qui nous permet en fait de structurer cette conceptualisation d'une manière, ce qu'on appelle les graphes, qui permettent de conceptuer une idée, un concept, et on le traite par le biais de cette ontologie, où on crée un modèle minimal, des règles intelligentes, un modèle de confiance pour pouvoir évaluer nos données, savoir un petit peu si elles sont justes ou pas justes, si on peut avoir confiance en elles ou pas. Et on a intégré dans ce modèle conceptuel la possibilité d'intégrer des données de type IFC, donc côté BIM, et CityGML, comme schéma de base pour le triple store qui est la base de données physique. Les données sources et cette ontologie conceptuelle nous a permis de définir une base de données donc physique cette fois-ci, et on n'est pas parti sur une base de données dite conventionnelle avec des tables et des relations entre ces tables. On est parti sur une triple store qui s'appuie également donc sur le RDF, qui est la manière de structurer la donnée au sein de cette base, que l'on appelle les triplettes. Donc chaque élément, on va pas rentrer dans les détails, ça prendrait trop de temps, mais chaque élément est composé de 3 sous-éléments en fait. Et donc ces données-là permettent, ce type de base de données permettent de récupérer en fait la base de données conceptuelle qui vient de l'ontologie, et on va créer des objets primaires et des objets secondaires. On va expliquer ce que c'est juste après. Et puis aussi définir des niveaux de confiance sur ces données. Ces bases de données sont très utilisées dans le web pour des très grosses bases de données de type Wikipédia, parce que d'abord elles peuvent emmagasiner énormément de données
mais aussi elles peuvent s'intégrer les unes par rapport aux autres de manière très facile. Ok, voilà. Alors, c'était la question en fait que je vois ici en allemand qui se pose. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que souvent, je ne connais pas la profondeur des conduites. Hein, et c'est en fait le challenge qu'on avait. Comment est-ce qu'on complète les attributs, surtout en profondeur? Et on a consulté plein de règles, plein de bases de données, tout ce qu'on a pour détecter des hypothèses intelligentes. C'est ce qu'on appelle des completion rules pour compléter des données qui nous manquent. Hein. Donc, il y a une partie de notre modèle qui est basée sur des hypothèses intelligentes. Et par exemple, ici, toutes ces hypothèses intelligentes sont appliquées par le Shekel Engine, donc c'est un moteur un rule-based system, donc un système qui est basé sur des règles, qui travaille sur notre base de données et qui complète, hein, c'est ce qui nous manque, et qui nous projette des objets primaires et secondaires. Alors on n'a très souvent pas la profondeur pour, c'est ce qu'on appelle projet primaire. Pour vous, c'est peut-être très très simpliste. Si je peux commencer au milieu, on voit 2 cylindres. En bleu, c'est toujours l'objet primaire. En rouge, c'est l'objet secondaire. Donc l'objet primaire, c'est par exemple des racines d'un arbre qui est planté. On connaît bien la position de notre arbre, mais on ne connaît pas forcément le diamètre de racine ni la profondeur. Et déjà, pour construire notre objet primaire, on a besoin de mettre des hypothèses intelligentes, c'est-à-dire que, par exemple, le diamètre est à peu près le diamètre de la couronne, la profondeur est en fonction de la couronne. Donc, ça nous permet déjà de dessiner un objet primaire. Et après, on dit que, on a quand même quelques incertitudes sur le positionnement et sur toutes les hypothèses qu'on a dû mettre. Et on met notre objet secondaire autour du primaire qui nous indique notre degré de confiance qu'on veut accorder au fait à ce que notre objet se trouve vraiment dans cette boîte rouge. C'est la même chose pour le bâtiment. Pour le bâtiment, on a souvent, pour les anciens bâtiments en centre-ville, pas forcément une profondeur précise. On connaît éventuellement le nombre d'étages en sous-sol. Donc là, de nouveau, on est obligé de prendre une hypothèse qui est assez simpliste, qui indique qu'on prend peut-être un hauteur d'étage de 2 mètres et quelques. On le multiplie avec le nombre d'étages et on arrive aussi à une profondeur probable. Hein, et de nouveau, on met notre cercle rouge autour pour dire que oui, on est sûr d'être à 70%, à 80% à ce que notre objet se trouve dans cette enceinte. Même chose pour le conduit. Parfois, on a la chance et on connaît la profondeur. Parfois, on doit travailler avec les hauteurs de pose ou avec les profondeurs de pose standards qui sont également répertoriées dans les diverses normes qui sont utilisées pour exécuter les travaux en génie civil à Genève. Alors sur cette base-là, donc une fois qu'on a défini cette base de données physique, la Triple Store, en prenant toutes les informations complétées, donc les objets primaires et les objets secondaires qui nous permettent de définir cette zone de probabilité en fait de positionnement de notre objet primaire, eh bien ce tout-là, en fait, on va exporter cette base de données Triple Store, on va l'exporter et recréer une base de données, tu peux avancer, voilà, encore, une base de données d'analyse qu'on a créée sous le format Esri, parce que on a d'abord, c'est aussi un historique, les compétences que nous avons dans ce domaine-là, mais aussi la riche plateforme qui nous permet d'analyser et de faire toute une série d'analyses 3D qui était importante pour nous. Donc, on a créé une base de données d'analyse, c'est une géodatabase, en fait, de format Esri, et qui est utilisée grâce à ArcGIS Pro. On a développé un certain nombre d'outils de recréation de ces objets qui sont le résultat en fait de toutes ces règles et de cette intégration que l'on voit à gauche à partir du Triple Store.
Donc, on recrée les objets primaires et les objets secondaires en fonction des éléments que nous avons dans la Triple Store. Et on crée aussi des cubes d'encombrement, une sorte de vortex qui permettent d'analyser plus en amont ce qui se passe dans le sous-sol. Vas-y. Je pense qu'on est déjà... Hop. Voilà, c'est bon. Et donc, à partir de cette base de données, on va pouvoir faire des analyses. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, des géoanalyses grâce à IGS Pro et puis à la plateforme Enterprise d'Esri. On va pouvoir créer des web apps, des web services, visualiser ces données, analyser l'encombrement et comparer un petit peu à l'instar de ce que vous connaissez peut-être pour les restrictions de droit public, les RDPPF. Eh bien, on a un petit peu le même principe où on va pouvoir récolter de l'information autour de nouveaux objets et d'en sortir des fiches signalétiques 3D et d'analyser un petit peu ce qui se passe autour de ces objets. Voilà, donc une fois qu'on a tout ça, c'est juste un petit point pour dire que ces informations qui sont dans la géodatabase peuvent être analysées pour prendre des décisions. Et puis, on peut utiliser des règles qui ont été stockées dans la Triple Store pour des règles de conformité qui nous permettent de contrôler, de valider la conformité de certains objets par rapport à d'autres. Par exemple, un site pollué ne peut pas être à une certaine distance d'une eau potable, par exemple. Voilà, donc là, juste, je vais vous faire une petite... Donc ça, c'est les cubes d'encombrement qui sont une résultante des objets secondaires créés dans la Triple Store. On a créé donc des cubes avec des intersections par rapport aux objets du sous-sol, comme des conduites, des racines d'arbres et autres. On en retire en fait des indicateurs, des pourcentages d'encombrement, et avec ça, on va pouvoir faire des coupes, on va pouvoir visualiser d'une manière analytique le sous-sol. Voilà, ça, ce sont d'autres copies d'écran. Je vais juste vous montrer. Alors, je vais partager mon écran. On va juste switcher avec Bernd. Bernd va me donner la main sur mon ordinateur. Ouais. Si tu arrives à retrouver le... Ouais, attends. Participant. Voilà. Oui, ça marche maintenant. Si vous arrivez à terminer en 3 minutes, s'il vous plaît. On arrive à on a fini. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer en fait le résultat de ces objets primaires et secondaires, où on voit ici en fait la calculation des données qui étaient dans le Triple Store, et on obtient ce genre de carte que l'on peut analyser. Alors là, c'est une visualisation et on voit bien ces objets secondaires qui correspondent à des volumes calculés par rapport à des indices de confiance, où on pense que les objets sont à telle ou telle probabilité qu'ils se trouvent dans ces volumes secondaires. Voilà. Et puis pour les encombrements, simplement, voilà ce que ça donne. C'est ce genre d'informations où on a des cubes qui sont calculés en fonction de l'encombrement du sous-sol. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je départage. Donc, il s'agit d'un projet qui était très sportif parce qu'on avait uniquement 18 mois à disposition et par rapport aux résultats, je suis personnellement quand même très impressionné par rapport à ce qu'on a pu faire. C'était grâce à une équipe motivée et dynamique. On est toujours à peu près une dizaine de personnes en train de travailler, donc entre Topomat, l'université, et puis en train de travailler là-dessus. À partir de mi-2021, on aura des analyses qualitatives. Donc là, Topomat aura terminé sa programmation. Et si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.